Fixons un objectif, on s'y tient, on met les financements. 5 millions de logements HLM, plus de 2 millions de demandeurs. Notre pays est de nouveau entré dans une crise du logement, une grave crise du logement. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Parole libre de l'AFPOLS. Nous sommes installés dans notre studio désormais familier aux acteurs, aux dirigeants des organismes du logement social pour accueillir un nouvel invité. Il s'agit de Mathieu Gima. Bienvenue. Bonjour. Maître de conférences en urbanisme et aménagement à l'université Paris-Cité. Vous êtes également chercheur au laboratoire Géographie-Cité et vos travaux portent sur les politiques du logement, la production de logements sociaux et l'action publique urbaine. Le thème choisi pour notre échange, Mathieu Gima, est inspiré d'un article récent que vous avez fait paraître avec deux collègues chercheurs, on va les citer, Ludovic Albert et Antoine Guéronnet, c'est aux éditions de Sciences Po, article tout à fait intéressant, et dont nous tirons notre titre, peut-on parler de financiarisation du logement social en France? Est-ce qu'on est vraiment entré dans ce processus du côté du logement social, et si oui, quelle forme cela prend-il, quelles pourraient en être les conséquences? Alors, c'est une question qui est déjà posée depuis plusieurs années, qui préoccupe le secteur, on peut le dire, et qui ressurgit à chaque nouvelle disposition prise par les pouvoirs publics. C'est encore le cas ces jours-ci avec le projet de loi qui vient d'être présenté par le ministre du Logement pour, je cite, « développer l'offre de logements abordables ». On va revenir sur ce terme d'abordable, et destiné, je cite toujours le dossier de presse, à renforcer les capacités d'investissement, là nous y sommes, et à simplifier les règles applicables aux bailleurs. Voilà. Donc au-delà de cette actualité, nous allons voir avec vous, Mathieu Gima, comment ce processus donc, est engagé dans notre pays, et surtout, ce qui est très important dans votre article, nous allons comparer la situation française avec d'autres pays que vous avez observés, voisins ou un peu plus lointains. Et nous recevrons ensuite notre discutant. Il est déjà là, je le vois dans le studio. C'est la règle de l'émission. Et il viendra commenter les propos que vous tiendrez, les confronter avec ses observations, avec le vécu des bailleurs qu'il connaît bien. C'est Dominique Orens, il est économiste, ancien directeur des études à l'Union sociale pour l'habitat. Il a accepté ce rôle, on l'en remercie. Pendant 20 ans, il a été vraiment, lui, au cœur des évolutions économiques et financières. Et ça va être intéressant de vous entendre l'un et l'autre, car vous êtes géographe, vous tenez à le préciser, et lui est économiste. On verra comment ces deux points de vue se rapprochent. Première question peut-être, Mathieu Gima, et je crois que vous y tenez, redéfinir ce terme de financiarisation. On n'est pas ici dans la haute finance, d'ailleurs on ne va pas être très technique, on parle ici de ce terme appliqué au logement et singulièrement, bien sûr, le logement social. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cette invitation. Et effectivement, dans le travail que nous avons réalisé avec Ludovic Albert et Antoine Guéronnet, nous utilisons une définition qui est assez restrictive de ce terme par rapport à d'autres chercheurs qui l'utilisent dans un sens plus large, qui consiste à considérer l'extension des logiques financières un petit peu à tous les aspects de la vie quotidienne. Nous, on entend plutôt financiarisation comme le poids croissant des capitaux, des acteurs, des méthodes de la finance de marché dans l'économie et dans la société. Ces acteurs des marchés financiers, ce sont des personnes qui récupèrent de l'argent, qui récupèrent de l'épargne qui est collectée donc, auprès des ménages, auprès des États, auprès des entreprises et qui l'investissent de façon à pouvoir servir les intérêts de leurs clients. Et dans le secteur du logement en France, il s'agit principalement donc, des fonds souverains, des fonds de pension, des assurances et des mutuelles qui sont donc présents. Et s'intéresser au rôle de ces acteurs dans les marchés du logement en France peut sembler un petit peu surprenant parce qu'ils ont quitté en fait le secteur résidentiel dans les années 90, mais justement on observe quelques signes de leur retour. Oui, et d'ailleurs je le précise dans l'article auquel j'ai fait référence, vous parlez d'une entrée à petits pas. On va revenir sur cette notion que vous allez justifier. Je voulais revenir à un article précédent sur lequel je suis tombée là, que vous avez publié. C'était en 2016, mais c'est intéressant de voir comment les choses progressent. Vous parliez d'un tournant discret dans la production de logements sociaux par les promoteurs. Parce que historiquement, les choses étaient bien séparées. Il y avait le promoteur d'un côté et puis les organismes qui étaient, eux, des producteurs. Or, il y a eu un glissement déjà à cette époque-là.
Oui, tout à fait. Et même depuis avant. On observe depuis maintenant une vingtaine d'années un point croissant qui est pris par les promoteurs immobiliers dans la production de logements sociaux à travers le dispositif de vente en l'état futur d'achèvement. Et c'est un dispositif qui a contribué à rapprocher le secteur du logement social du secteur de la promotion immobilière et donc aussi des dynamiques des marchés immobiliers. C'est un des aspects qui a contribué à ce qu'il y ait une prise en compte plus grande, plus importante du patrimoine, de la valeur du patrimoine des organismes HLM et donc qui contribue aujourd'hui à ce qui est de l'intérêt pour la valeur de ce patrimoine. En 2016, vous ne parliez pas quand même d'une logique de néolibéralisation, ça paraissait un peu excessif. On pourrait utiliser ce terme qui permet quand même de pointer le fait qu'on a un rapprochement plus important du secteur du logement social, du secteur privé, du secteur à but lucratif. Donc fonds d'investissement, émissions obligataires qui ont fait leur apparition ces dernières années. On va faire peut-être un peu un constat. Quel est l'intérêt des acteurs du marché financier pour ces actifs qu'on peut appeler des actifs réels, quoi. Oui, tout à fait. L'intérêt des acteurs des marchés financiers pour le logement en France, il s'explique par trois principaux éléments. D'abord, par le fait que le logement aujourd'hui est soumis à donc, une tension plus importante. C'est difficile de se loger. Donc ça crée des opportunités, notamment dans certains marchés où les loyers ont augmenté et où, effectivement, les taux de vacances sont plus faibles, etc. Et donc ça peut susciter un intérêt plus important d'acteurs recherchant des revenus. L'autre élément, c'est qu'il y a aussi une abondance des capitaux au cours des dernières années, qui est liée à tout un tas de phénomènes différents, pour certains macroéconomiques, pour d'autres liés au fait qu'on a de plus en plus de ménages qui épargnent, etc. Qui sont aussi donc en clair, il y a de l'argent à placer. Il y a de l'argent à placer, tout à fait. Beaucoup d'épargne. Et puis, il y a un troisième élément qui contribue à expliquer cet intérêt, c'est le fait que ces acteurs cherchent à faire des placements qui sont aujourd'hui définis comme étant responsables, autour donc, des enjeux de responsabilité sociale des entreprises et d'investissement responsable, parfois aussi d'investissement vert. Et le logement, et singulièrement le logement abordable et le logement social, peut rentrer dans ces investissements-là. Donc tout ça contribue à renouveler l'intérêt des acteurs financiers pour les marchés du logement. On peut compter aussi l'État qui peut-être a une politique un peu plus restrictive, un peu plus restrictive et un peu plus tendue aussi, qui incite aussi à aller vers ces marchés. Alors ça, c'est quel est le rôle de l'État là-dedans? Ça, c'est peut-être l'autre côté, justement. Qu'est-ce qui pourrait expliquer que du côté des acteurs du logement social, il puisse y avoir un intérêt pour les capitaux des marchés financiers. Et effectivement, les difficultés croissantes qui sont rencontrées dans le financement de la production et du développement du logement social aujourd'hui, elles contribuent à expliquer qu'on cherche ce que certains acteurs appellent à diversifier le financement des organismes HLM. Mais c'est justement intéressant de noter, et vous avez raison de le pointer, que ces difficultés de financement, elles sont certes liées à des facteurs un petit peu exogènes, comme la croissance des prix des terrains, la croissance des coûts de construction, mais elles sont aussi liées à des contraintes budgétaires qui pèsent sur la façon dont l'État distribue son argent et qui se traduit pour le monde HLM par des coupes budgétaires assez importantes, symbolisées notamment par la réduction de loyer de solidarité décidée en 2017. Voilà, on pourrait citer d'autres mesures et peut-être qu'on reviendra, si vous le souhaitez, d'ailleurs sur... je ne vais pas demander d'ailleurs ce que vous pensiez de ce nouveau projet de loi qui vient d'intervenir. Est-ce que vous faites un lien avec ce travail que vous faites ? Oui, tout à fait. On parle d'investissement, on parle de logement abordable, c'est un terme que vous relevez d'ailleurs. Ouais. Oui, le projet de loi qui a été présenté vendredi dernier, effectivement, est un projet de loi qui cherche à développer principalement le logement intermédiaire. Et on va le voir, j'imagine, ce logement intermédiaire, c'est un des véhicules par lesquels l'intérêt des acteurs des marchés financiers... C'est une entrée, en fait. C'est une entrée, tout à fait. Et on va voir qu'après, on peut aller jusqu'au logement social. C'est à peu près ce que vous démontrez. Oui, tout à fait. Le rôle du logement intermédiaire. Alors, donc, arrivée des capitaux des marchés financiers dans ce secteur du logement, donc rémunération, bien sûr, des investisseurs, à un niveau qui est vraiment susceptible de les attirer à ce stade, vous jugez, vous ?
Alors, en fait, je pense qu'il faut qu'on puisse différencier différentes façons, en fait, pour ces investisseurs de s'impliquer dans le secteur du logement social et du logement abordable. La première, c'est effectivement par des dispositifs de financement. On a des organismes au HLM aujourd'hui qui, du fait des circonstances dont on vient de parler, recherchent des financements sur les marchés de capitaux à travers des fonds de dette, des dispositifs de refinancement et puis à travers aussi le financement obligataire, donc l'émission directe de créances sur les marchés de capitaux qui du coup passe aussi par la notation de ces organismes par les agences qu'on connaît, Fitch, Moody's, etc., qui distribuent les A, les B et tout ça. On verra que l'Angleterre nous a bien précédé là-dessus, mais on va y venir. Tout à fait. Le Royaume-Uni. Donc ça, c'est effectivement un premier domaine. Il y a un deuxième domaine qui est par le biais du logement intermédiaire en tant que tel. Donc là, les choses viennent en fait d'une réforme du logement intermédiaire qui a été introduite en 2014 et qui a permis de créer un nouveau dispositif qu'on appelle souvent le LLI, le logement locatif intermédiaire, qui est un dispositif qui permet à des acteurs personnes morales, donc à des organismes HLM, mais aussi à d'autres acteurs, dont des investisseurs immobiliers, de créer des logements intermédiaires, donc avec des plafonds de loyer et des plafonds de revenus intermédiaires, en échange d'un certain nombre d'avantages, et notamment d'avantages fiscaux, un taux de TVA abaissé, et puis une exonération de taxes foncières qui a été un petit peu transformée, mais qui revient à être assez incitative. Et puis, effectivement, on a un dernier domaine dans lequel il peut y avoir des formes de pression pour accentuer la financiarisation, c'est le logement social en tant que tel, le logement HLM. Et ça, on voit que depuis 2014 notamment, et notamment des discussions qui sont issues de la loi Allure, il y a eu un certain nombre de tentatives pour financiariser le logement social. Je pense qu'on ne pourra pas toutes les citer et toutes les décrire, elles le sont dans l'article, mais ça c'est passé par exemple par une tentative de réforme du dispositif d'usufruit locatif social, qui est un dispositif qui existe depuis le début des années 2000 et qui consiste à diviser la propriété en des logements entre la nue propriété et le terme m'échappe soudainement, la nue propriété et l'usufruit locatif social. Et du coup, dans ce modèle-là, les organismes HLM, pour produire des logements, n'achètent que l'usufruit du logement qu'ils ensuite mettent en location et vendent la nue propriété à un investisseur qui était plutôt un investisseur personne physique. Et en 2014, il y a la proposition d'ouvrir cet usufruit locatif social aux investisseurs institutionnels et de permettre aux organismes HLM d'utiliser ce dispositif non seulement pour leur logement ancien, mais aussi pour leur logement neuf. Non seulement pour leur logement neuf, excusez-moi, mais aussi pour leur logement ancien. Mais avec pas mal de succès, ça a pris. Alors, du coup, ce dispositif a été, en 2014, autorisé seulement pour une durée expérimentale et en fait sous un format qui n'était pas assez sécurisé pour que l'investissement se fasse. Et au moment de la loi Allure en 2018, il y a eu des tentatives de pérenniser ce dispositif. Et ces tentatives n'ont pas abouti parce qu'il y a eu une levée de bouclier très importante au sein du logement social et de résistance. De résistance. Et c'est une des choses qu'on montre dans l'article et qui est assez intéressante, c'est qu'on a régulièrement, quand il y a ces tentatives de financiarisation, des mobilisations qui sont assez fortes, qui suscitent des tollés, qui suscitent des prises de position dans la presse et qui permettent à un jeu d'avancer, reculer et qui font un petit peu cette financiarisation à petits pas qu'on essaye de décrire dans l'article. Quand je parle de succès, on était plutôt dans les tentations et en même temps ce que vous dites de ce mouvement, un petit peu de recul aussi, parce qu'on ne veut pas complètement détruire le modèle. On va en reparler d'ailleurs en comparant avec d'autres pays. Il y a aussi un autre terme, il est aussi dans ce projet de loi nouveau qui vient d'être présenté, que vous qualifiez de terme fourre-tout. Et vous dites qu'il a du succès. Voilà, le logement social, c'est de plus en plus rabattu sur une portion réduite destinée à des populations paupérisées. Mais on parle de logement abordable. Et ce terme vous agace un peu parce qu'au fond, pour vous, on peut y mettre un peu tout ce qu'on veut. Oui, alors c'est vrai qu'on essaye de développer un regard critique sur ce terme qui se développe de plus en plus, qui vient probablement aussi du monde anglo-américain. Le terme d'affordable s'est beaucoup développé au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie, etc. Et, je précise, pardon, je vous interromps, nous avons eu Laurent Guéquière il y a très peu de temps et au niveau européen, le terme revient constamment. Vous faites bien de le dire et c'est dans tous les textes. Tout à fait, et c'est un terme qui est très pratique, comme vous l'avez souligné, parce qu'on peut parler du logement abordable en tout, ce qui en France renvoie à du logement locatif intermédiaire et à du logement locatif social.
Or, ce sont quand même deux produits qui ont des niveaux de loyer, des modes de gestion, des modes d'attribution qui sont très, très différents et qui ne logent pas du tout, a priori, les mêmes publics, qui ne sont pas localisés dans les mêmes endroits. Et oui, c'est intéressant. Ouais. Et c'est assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, quand on fait des lois pour augmenter la production de logements, on ne parle plus d'augmentation de la production de logements social, mais de logements abordables, et que du coup, il y a une part croissante dans ces logements abordables de logements intermédiaires. Donc on peut se demander si le terme d'abordable ne cache pas un petit peu une forme de vampirisation. J'utilise un terme un peu grave à dessein, mais une forme de vampirisation du logement social par le logement intermédiaire. En tout cas, c'est un vrai point de vigilance, sachant que dans le logement intermédiaire, il y a des logements qui sont produits par des organismes HLM, et il y en a d'autres qui sont produits via ce circuit financiarisé qu'on a évoqué. Donc c'est aussi ça qui contribue à la complexité de l'analyse des mutations actuelles. Et le terme, l'air de rien, entretient cette ambiguïté. C'est au fond ce que vous voulez nous dire. Le terme entretient tout à fait cette ambiguïté. Le projet de loi qu'on évoquait tout à l'heure, qui est un projet de loi pour le développement du logement abordable, est en fait un projet de loi qui parle beaucoup, voire même quasi exclusivement, du logement intermédiaire. Ouais. Vous êtes appuyé sur une recherche, j'imagine que vous avez évidemment observé tout le territoire français, mais notamment en Île-de-France. On peut préciser un petit peu, je crois que vous êtes centré là-dessus, sur ce retour des investisseurs. Alors effectivement, ce qui est intéressant quand on s'intéresse au logement intermédiaire et quand on s'intéresse à la façon dont les fonds qui ont été constitués, notamment au sein de CDC Habitat et d'Action Logement, pour permettre la financiarisation du logement intermédiaire, c'est des fonds qui sont très sélectif spatialement. C'est-à-dire qu'on va construire du logement intermédiaire quasi exclusivement à travers ce circuit de financement-là dans des très grandes métropoles, donc dans la métropole du Grand Paris, à Lyon, sur la Côte d'Azur, mais ce sont des acteurs qui vont aller très peu se risquer ailleurs. Alors d'une part parce que le logement intermédiaire ne peut être construit que dans les zones A et B1, mais il y a des territoires dans les zones A et B1 qui sont du coup pas du tout concernés par ce type de dispositif. Donc avec ce qui évidemment entraîne des différences, y compris au niveau social. Oui, surtout dans un contexte où les financements pour le logement social traditionnels sont en diminution. On pourrait craindre que du coup, ça pose des soucis dans les territoires qui ont besoin de logements, mais qui ne sont pas concernés par le développement du logement intermédiaire ou qui le sont moins. Et à l'inverse, certains n'en ont pas besoin, mais on en construit quand même. Potentiellement, ça pointe vers un autre enjeu, un autre enjeu qui est assez important, qui est d'un côté le pilotage du logement intermédiaire par les collectivités territoriales, qui est un enjeu très important et qui est pour le moment assez peu thématisé dans le débat public, dans un contexte où l'agrément, l'autorisation administrative qui était nécessaire a été supprimée. Donc ça complexifie aussi le suivi de ces logements par les collectivités. Et puis l'autre question que pointe ce que vous abordez, c'est la question de la correspondance du logement intermédiaire aux besoins. Et là, il y a besoin des collectivités notamment qui le font savoir. Aux besoins des collectivités, mais aussi aux besoins des ménages et des ménages, bien sûr. Puisqu'on peut s'interroger sur le type de logement produit, le type de loyer qui est produit. Est-ce qu'il correspond vraiment à la demande qui a été pointée? Et est-ce que cette demande est suffisamment importante? Or, ce qu'on observe aujourd'hui dans les études qui ont été réalisées par les organismes qui ont produit beaucoup de logements intermédiaires, c'est qu'il y a une part importante de ménages qui sont sous les plafonds du logement social, qui sont logés dans des logements intermédiaires. Donc ça pose quand même la question est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de construire des logements sociaux pour loger ces ménages-là? Bien sûr, ce que vous appelez les signaux faibles de cette financiarisation donc, du logement intermédiaire et du logement social, parce qu'on voit bien le glissement. Vous les faites partir de quoi? Du milieu du XXe siècle à peu près, si on essaie un peu de le situer, ces premières porosités entre secteur du logement, secteur bancaire et financier, c'est à peu près le... Alors c'est une histoire effectivement ça remonte assez loin quand même. Qui est assez ancienne. Oui. Donc les porosités entre le secteur du logement en règle générale et le secteur financier en fait datent du XIXe siècle. L'osmanisation de Paris a été un grand moment pour le développement de ces rapports. Ludovic Albert et Antoine Guironnet ont rédigé un livre qui aborde notamment cette question et qui le retrace sur le temps long. Et du coup, ça s'est poursuivi pendant tout le XXe siècle. Et jusque dans les années 90, on avait en France
France, des investisseurs institutionnels qui possédaient une part assez importante, enfin une part en tout cas, du logement locatif en France et notamment à Paris. La particularité de la période récente, c'est qu'ils avaient complètement disparu parce qu'il y a eu des nouvelles façons de considérer l'efficacité des actifs financiers et que le logement est apparu comme moins pertinent que d'autres actifs, soit des actifs complètement financiers, soit même d'autres actifs immobiliers, comme le bureau, le commerce, etc. Donc, c'est des acteurs qui se sont beaucoup développés dans le bureau, le commerce et la logistique, et qui aujourd'hui cherchent le logement pour les raisons qu'on a abordées. Donc, effectivement, c'est une histoire qui est ancienne, mais la période actuelle, elle présente des nouveautés qui sont intéressantes. D'abord parce que, anciennement, les liens avec le secteur du logement social en tant que tel étaient assez rares, alors que là, le retour de ces investisseurs se fait vraiment par le biais de la proximité avec le secteur HLM. Et puis ensuite, parce que jusqu'à maintenant, en tout cas, ce retour se fait par la production neuve et par la production de logements qui ont des caractéristiques très différentes des logements qui étaient détenus dans les années, dans les années 80 et 90 par ces acteurs, qui étaient notamment des grands logements très bien placés en région parisienne, alors qu'aujourd'hui, c'est des acteurs qui produisent plutôt des petits logements et plutôt dans la proche périphérie. Oui, encore une fois, en suivant pas forcément les besoins sociaux des populations les moins... Alors, en répondant à certains besoins, en agissant aussi là où du foncier est disponible, il n'y a pas de magie, malheureusement, dans la production de logements. Mais effectivement, avec des questions sur est-ce que la taille de l'offre qui est envisagée au cours des prochaines années, qui est assez importante en logement intermédiaire, répond vraiment aux besoins des ménages, soit qui sont en demande de logement social, soit qui sont au cours de leur parcours résidentiel et qui ont besoin Une vraie question qui va nous emmener, vous l'avez déjà mentionné, à certaines résistances, en tout cas, dans le milieu. Alors, cette évolution reste quand même assez discrète, assez éparse pour l'instant. C'est les petits pas dont vous parlez dans votre titre. Mais quand même, cette transformation des logements en actifs financiers est un phénomène qui est à l'œuvre. On peut en prendre des exemples, de grands exemples, CDC Habitat, Paris, Action Logement. Vous les mentionnez dans l'article. Oui. C'est pour ça que je les cite. Tout à fait. C'est pas l'ensemble des organismes, mais on voit déjà quand même des coins. Alors, sur le financement par les marchés de capitaux, sur le financement obligataire, c'est un dispositif qui va toucher des types d'organismes très différents. Action Logement, mais aussi des organismes publics qui vont aussi aller chercher de l'argent par ce biais, ou bien en passant par les ressources et les moyens que déploient les collectivités territoriales. Sur le logement intermédiaire, l'acteur clé, c'est effectivement CDC Habitat, qui s'est saisi dès 2014 du dispositif de LLI pour constituer les premiers fonds de logement intermédiaire. Et de l'usufruit locatif social dont vous nous avez parlé ? Alors, principalement du LLI, pour le coup. D'accord. Et qui du coup ont créé ces premiers fonds, donc le fonds de logement intermédiaire 1, dans lequel ils ont fait un travail assez important pour essayer de rassembler de l'argent d'investisseurs, notamment d'investisseurs finalement qui en France sont assez proches de l'État et qui se sont servis de cet argent-là pour développer un certain nombre de logements intermédiaires et pour servir ensuite des retours sur investissement aux investisseurs. Donc effectivement, c'est ce modèle-là qui a été constitué en premier et qui a été repris ensuite par d'autres acteurs, et notamment au sein d'Action Logement, mais aussi au sein d'ESH comme Vilogia, par exemple. Les pouvoirs publics, évidemment, peuvent aussi inciter les organismes à se mobiliser. J'en prends un exemple, la loi de finances, c'est vous qui la citez encore une fois. Le projet de loi la loi de finances, d'ailleurs, qui est passée pour 2018, baisse des aides personnelles au logement, ça fait partie des incitations, ça ? On peut imaginer en tout cas que en contraignant les capacités d'investissement des organismes HLM à travers le dispositif de RLS, il puisse y avoir effectivement derrière une volonté d'encourager ces organismes à diversifier leurs sources de financement.
Et en fait, il faut pas la lire uniquement sous le biais de la financiarisation, parce que c'est un processus important, mais il y a d'autres processus qui sont en cours dans le logement social en France, notamment de modernisation, d'accroissement de la taille des organismes, de gestion plus active du parc, etc. Et la financiarisation y participe, mais c'est pas le seul phénomène. Donc, D'accord. On va venir, Mathieu Gima, sur les comparaisons avec d'autres pays. Vous y avez passé du temps, c'est tout à fait intéressant. Je voulais quand même mentionner aussi ce marché des capitaux qui est aussi à la recherche d'impact social. Ça, vous le pointez. En clair, le logement social intermédiaire serait plus attractif, mais à partir de quand, pourquoi? C'est aussi parce que il peut donner une sorte d'image un peu plus vertueuse, on va dire, d'investissements qui peuvent être présentés comme verts, comme sociaux, comme durables, tous ces termes que nous connaissons bien maintenant, et que vous qualifiez d'opportunités bienvenues. On sent une petite ironie, non, dans votre terme? Peut-être. Il y a effectivement des questions d'image qui sont liées donc, à l'intérêt des investisseurs institutionnels pour le secteur du logement social et intermédiaire. Il y a des questions d'obligation aussi, puisque pour avoir des fonds qui sont étiquetés verts ou qui sont étiquetés responsables socialement, il faut avoir une certaine part et répondre à certains critères. Donc c'est aussi ça qui explique que l'intérêt peut être réel, même si après, dans les quantités d'argent investies dans le secteur du logement, on reste sur des quantités qui sont en France assez limitées au final, et on sent bien que on n'a pas un poids massif aujourd'hui des investisseurs dans ce secteur. On va voir ce que nous en dit Dominique Orens, l'économiste qui connaît bien tout ça. Mais en tout cas, je parle de cette opportunité. Il faut dire aussi que les clients investisseurs poussent les institutions financières, dans certains cas, à proposer des produits plus conformes aux attentes de durabilité, de valeur. D'accord. Venons-en à ces comparaisons. C'est tout à fait... Oui, on aurait pu mentionner aussi, mais je vais un petit peu vite parce que vous avez beaucoup de choses. Cet article, je le redis, est assez complet. On aurait pu parler aussi de la réforme à l'été 2017, de la réforme du logement social, dès l'arrivée d'Emmanuel Macron, et le vote de la loi Elan, qui, selon vous aussi, instaure déjà ce regard d'investisseurs dans le secteur HLM. Vous le dites rapidement. Alors, effectivement, on a évoqué... Ce sont des étapes, tout ça, qui vont vers un petit pas, encore une fois. Tout à fait. Ouais. Dans la loi Elan, en fait, il y a eu trois choses intéressantes qui se sont produites. La discussion autour de l'usufruit locatif social qu'on a abordé. Un autre dispositif qui, lui, a été vraiment traduit dans la loi et qui, aujourd'hui, est actif, c'est la possibilité pour les organismes HLM de vendre les logements en PLS, donc financés à travers le prêt locatif social, donc qui sont les logements les moins sociaux des logements sociaux en quelque sorte. Les organismes ont aujourd'hui la possibilité de vendre ces logements en bloc quand ils ont plus de 15 ans. Donc ça veut dire que, alors qu'avant, ils n'avaient la possibilité de les vendre que à des ménages, aujourd'hui, ils peuvent les vendre à des investisseurs. Et la troisième chose qui a été tentée dans le cadre de la loi Elan et qui n'est pas passée, c'est la création de sociétés de portage et de valorisation, qui étaient des sociétés qui devaient racheter des logements HLM aux organismes pour les vendre et dont il était prévu qu'une partie du bénéfice tiré des ventes puisse être captée par les investisseurs de ces sociétés qui auraient pu être, par hypothèse, des investisseurs institutionnels. Mais cette disposition, là aussi, a suscité un tollé assez important et n'a pas été retenue par le gouvernement. On n'y est pas encore. Loi Elan 2018, je le rappelle, et justement, ça nous amène aux autres pays qui sont allés bien plus loin que nous. On n'en sera pas surpris du côté du Royaume-Uni, le cas des fameuses Housing Associations, c'est-à-dire en gros les organismes britanniques, qui, eux, sont passés par des obligations pour assurer leur financement. C'est la base, rapidement, juste, mais pour nous montrer à quel point, pour le coup, la libéralisation a été beaucoup plus importante. Oui, tout à fait. Alors, le logement social en Angleterre a connu beaucoup de transformations assez radicales, assez importantes, notamment la vente du patrimoine. Parfois assez brutale, on peut le dire. Qui a été ouverte très largement dans les années 80. Mais effectivement, aujourd'hui, les logements sociaux sont gérés par des associations de logements. Et depuis le début des années 2010, il y a eu des réformes du financement de ces associations qui font qu'elles ont plus de difficultés pour obtenir des financements publics, ce qui les a encouragées, effectivement, à les rechercher des financements obligataires, en tout cas pour certaines d'entre elles. Et ce que des collègues ont montré en étudiant les associations qui avaient eu recours au financement obligataire, c'était qu'il n'y avait pas de pouvoir direct des influenceurs, des investisseurs sur ces associations, mais que par contre, il y avait tout un ensemble d'intermédiaires qui entraient en jeu dans le financement obligataire, qui avaient beaucoup d'influence au final. Donc,
Donc, il parle d'une sorte de soft power. Et donc, il remarque, par exemple, que les critères qui sont utilisés par les associations de logement pour évaluer leurs investissements, la possibilité d'aller construire des nouveaux logements, etc., ce sont exactement les mêmes critères que ceux qui sont retenus par les agences de notation. Donc là, on voit bien... Moody's, Fitch, etc. Etc. Donc là, on voit bien comment ces agences-là peuvent avoir un poids sur le secteur. Et ça se traduit notamment, je peux citer 2 exemples. D'une part, par une plus grande sélectivité des locataires. On va rechercher des locataires qui vont avoir les moyens de payer leur loyer, mais de façon beaucoup plus radicale que par le passé, avec des dispositifs d'automatisation, de récupération des loyers, etc. Et puis de l'autre côté, ce sont aussi des associations qui ont été encouragées à développer beaucoup leur parc de logements intermédiaires et libres, au détriment du logement social, qui représente aujourd'hui une part qui est très faible finalement de leur production. C'était ma question, Mathieu Gima. Est-ce qu'on construit encore du logement social en Angleterre ? Alors du logement social au sens traditionnel du terme, très très peu. C'est ça, la réponse est non. Allemagne, c'est là aussi assez brutal. C'était au cours des années 90. Vente en bloc des logements, là aussi détenus par les sociétés publiques qui avaient un statut social, mais en fait la vente s'est faite d'un coup. Là aussi, c'est une situation que nous ne connaissons pas en France. Tout à fait. Donc la situation est très différente en France et en Allemagne. En Allemagne, on n'a pas du tout une financiarisation à petits pas, mais au contraire une vente assez rapide et surprenante de la quasi-totalité des logements publics à l'époque. C'est des logements qui se sont d'abord vendus à des fonds de capital risque, à des fonds d'investissement spéculatifs, à des foncières cotées, et qui ensuite ont été transférés à des investisseurs institutionnels souvent plus classiques. Mais en tout cas, c'est un cas intéressant, d'une part parce qu'il a abouti à la contraction du logement public. Il y en a beaucoup moins que par le passé. Et aujourd'hui, on a certaines villes qui ont même, face à la difficulté des ménages à se loger, été obligées de recréer ex nihilo des sociétés de logement. Ça a été le cas à Dresde, par exemple. Et puis aussi, c'est un cas intéressant parce que ça nous permet de voir quelles ont été les stratégies de gestion des investisseurs institutionnels des anciens logements sociaux. Et ce qu'on voit, c'est qu'en gros, il y a des pratiques qui sont différenciées en fonction des territoires. Dans les quartiers centraux, on cherche plutôt à augmenter les loyers en ayant des stratégies de rénovation, de verdissement des logements. Donc, certains auteurs parlent de rénoviction, parce que la rénovation et la hausse des loyers, elle peut avoir des effets d'éviction. D'éviction, bien sûr. Des locataires les moins... Ceux qui ne peuvent pas suivre, tout simplement. Les moins dotés. Ce qu'on voit dans les ensembles immobiliers qui sont moins valorisés ou dans les quartiers périphériques, c'est des stratégies qui sont plutôt des stratégies de maximisation de la rente locative, qui consistent en gros à ne pas augmenter les loyers, mais surtout à réduire les dépenses d'entretien au maximum, de façon à récupérer en fait des loyers qui vont être certes bas, mais qui vont être un petit peu garantis par l'État. Et puis, dans des marchés détendus, puisque du coup, il y avait aussi des logements qui appartenaient à des sociétés dans les marchés détendus, là, ça a pu mener à des situations dans lesquelles on a de grands propriétaires qui ont décidé du jour au lendemain, en entrant en bourse, de se séparer de la quasi-totalité de leurs logements qui n'étaient pas situés dans les régions urbaines les plus dynamiques, et du coup, avoir des changements, encore une fois, du régime de propriété à grande échelle. Tout le monde n'est pas d'accord. À Berlin, il y a de sacrées manifestations parce qu'on peut quasiment plus loger à peu de frais. Effectivement, c'est peut-être un autre effet important de ces évolutions, c'est qu'elles augmentent des formes de conflictualité à l'échelle des villes. Effectivement, à Berlin, depuis les années 2010, il y a eu tout un ensemble de protestations qui ont été successives à des augmentations de loyers et qui se sont traduites notamment par l'organisation d'un référendum qui avait pour but d'exproprier les grands propriétaires de logements dans la ville de Berlin. Et le référendum a gagné. Alors, c'était un référendum qui était exclusivement consultatif, donc ça ne s'est pas traduit immédiatement dans la loi, mais ça a incité quand même les pouvoirs publics à chercher des façons d'essayer de contraindre cette hausse des loyers, en tout cas de l'encadrer. Oui, c'est intéressant. On rappelle qu'en France, c'est interdit de vendre en bloc des logements sociaux à des personnes... Tout à fait, sauf les logements PLS de plus de 15 ans, sauf les PLS, ce qui a été permis par la loi Allure en 2018. Encore un petit pas, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Par la loi Elan, pardon. Par la loi, oui, c'est la loi Elan. Alors, les conséquences, évidemment, dans tous ces quartiers, je suis obligée de vous presser un petit peu parce que je voudrais que Dominique Orin ait le temps de nous rejoindre.
Oui, encore un petit mot, justement, ces réactions, là, vous dites, à Berlin, ça proteste, à New York aussi, c'est beaucoup plus loin que nous, mais on a des phénomènes, évidemment, néolibéraux comme ça, assez violents, et ça proteste. Et en France, vous semblez aussi dire que on n'en arrivera pas à ces extrémités, si on peut dire. Alors, difficile de savoir ce qui se passera en France à l'avenir, hein, mais donc on voit que le développement du logement intermédiaire, en tout cas, est toujours vraiment à l'agenda politique. Donc ça, c'est un point. Et je pense que ces exemples internationaux, hein, ils doivent nous inviter à réfléchir à certains points. La question de la pérennité du caractère abordable des logements qu'on produit à travers ces circuits financiarisés. Pour combien de temps ? La question du pilotage par les collectivités qu'on a déjà évoquée, la question de la correspondance à la demande qu'on a déjà évoquée, mais aussi la question des modalités de gestion. Je pense que c'est un point qui est important et qui est souvent un peu caché dans les débats, puisque les immeubles contenant des logements intermédiaires, ils abritent aussi, en règle générale, hein, à la fois des logements sociaux et à la fois des logements en accession à la propriété. C'est ça. Donc, il y a une question de savoir comment on va gérer des copropriétés dans lesquelles on va avoir des ménages qui sont propriétaires de leur logement individuel, un bailleur HLM qui est propriétaire de logements sociaux et un gestionnaire de logements intermédiaires liés à des acteurs financiers qui gèrent des logements intermédiaires. Est-ce que les volontés de ces acteurs vont être les mêmes ? Est-ce que ça ne va pas créer de la conflictualité aussi au sein de la gestion des copropriétés ? Ça, c'est une question qui me semble aussi très importante. Puis on peut mentionner quand même des pratiques abusives, hein, vous l'avez un petit peu dit là, sur le verdissement, etc. Mais on peut aller jusqu'à, je sais pas, diminuer les dépenses d'entretien ou de rénovation ou tenter de faire partir en gros les locataires en place et puis pour les remettre en location avec augmentation des loyers. C'est ce qu'on voit notamment en Angleterre, Allemagne, dont vous avez parlé. Ce sont des choses qui ont été observées par des collègues, notamment à New York, notamment à Madrid, notamment et en en Espagne. Allemagne. On n'a pas parlé de l'Espagne. Mais effectivement, en France, on n'a pas encore assez de recul pour savoir quelles sont les pratiques des gestionnaires de ces logements. Alors, on va demander à Dominique Orens de nous rejoindre, car je suis sûre qu'il a beaucoup de commentaires à faire sur tout ce que nous avons dit. Puis on conclura avec vous, Mathieu Gima, quand même, sur les 3 possibilités des perspectives en France aujourd'hui. Vous les avez un petit peu effleurées, mais comme ça, on conclura plus clairement sur ce que vous pensez de ce qui peut se passer maintenant. On appelle Dominique Orens à nous rejoindre. Merci beaucoup, Mathieu Gima, de tous ces éclairages. Peut-on parler de financiarisation du logement social en France ? C'est notre thème aujourd'hui. Notre invité, Mathieu Gima, auteur d'un article sur ce thème très complet dont nous avons abordé les grandes lignes, mais je renvoie tous ceux qui nous écoutent vers cet article. On mettra évidemment les références en ligne. Et nous accueillons notre discutant. C'est Dominique Orens, économiste. Je précise que Mathieu Gima, lui, est géographe. On va voir comment la confrontation se fait. Ancien directeur des études à l'Union sociale pour l'habitat et qui a accepté ce rôle de discutant. Et vous avez écouté avec attention Mathieu Gima et je lui laisse la parole. Première remarque. Oui, écoutez, au risque de nuire à la virulence du débat, je dirais que je suis globalement d'accord avec ce qu'a dit Mathieu, très bien d'ailleurs. J'apporterai juste peut-être une manière différente de présenter les choses. Ça tient peut-être au fait que j'ai un peu plus de cheveux blancs. Et puis peut-être apporter un éclairage plus économique, puisque c'est mon métier. Alors déjà, il a raison de dire qu'il faut déjà s'entendre sur le terme financiarisation. Certains y voient une espèce de main invisible qui voudrait s'accaparer du logement social pour faire du business. Voilà. Bon, c'est pas ça, il l'a bien dit, on n'y est pas. C'est pas ça qui est en cours. Pour le logement social, c'est pas ça. Donc moi, je n'utiliserai pas le terme financiarisation, déjà parce qu'il est dur à dire. Je parlerai plutôt de fragmentation du modèle économique. Voilà, c'est plutôt ça que j'ai envie de mettre en évidence sur ce qui s'est passé ces 20 dernières années. Donc fragmentation, c'est plutôt pour faire la contraposée d'aspect monolithique du modèle. Monolithique, pour moi, c'est pas forcément péjoratif, hein. Mais voilà, c'est un peu le cœur de ce que je veux vous présenter. Donc l'aspect monolithique, c'était quoi ? C'était le fait qu'on disait, je vais construire moi-même, je vais posséder et je vais gérer sur le long terme. Sur le long terme, ça veut dire toute la durée de vie du logement. C'était ça un peu ce modèle qu'on peut qualifier de monolithique.
Alors, il s'appuyait sur deux choses, un outil financier, un outil économique et administratif. Alors, l'outil financier, c'était évidemment le financement par la Caisse des dépôts. Donc, on pourra y revenir, hein, si vous le voulez, sur le livret A. Mais si on l'observe, en moyenne, il apporte la liquidité, il apporte des conditions de financement qui, en moyenne, sont bonnes. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que c'est toujours le meilleur. Donc, il y a effectivement des opportunités par moment sur les marchés. Mais en moyenne, et pourquoi j'insiste sur ce thème, c'est qu'à partir du moment où les organismes ont des patrimoines importants, construits à des périodes différentes, c'est la moyenne qui compte. Voilà. Donc, un outil financier, on pourrait y revenir si vous voulez, et un outil économique et administratif qui était les équilibres d'opération. Alors ça fait un peu dinosaure, mais ça me paraît extrêmement important quand on parle de ce modèle. Les équilibres d'opération, c'est quoi ? Il y a deux équations qui pilotent le financement du secteur. Une équation sur le financement, ça c'est simple, le coût d'investissement égale l'emprunt plus ses subventions, voilà, plus ses fonds propres. Celui-là est simple. Et la deuxième chose, c'est une égalité actuarielle calculée sur 40 ans qui dit que la somme des loyers doit être égale à la somme des dépenses de gestion et la somme des dépenses financières. Donc c'est simple, hein. Et ces deux équations, elles sont liées par le montant de l'emprunt et ses conditions financières. Donc, globalement, par exemple, si je veux faire des loyers plus bas, dans mon équation, ça m'impose d'emprunter moins, donc j'ai besoin de plus de subventions, ou d'emprunter moins cher, donc j'ai besoin de taux plus bas. Donc, les deux équations sont liées. Donc, c'était les deux piliers un peu de ce modèle à long terme. Alors, ils sont remis en cause, notamment les équipes d'opération. Alors, pourquoi ils sont remis en cause ? Parce que les équipes d'opération, un certain nombre de personnes considèrent que c'est un peu compliqué, qu'on pourrait faire une vision globale de l'organisme. C'est administratif parce que la Caisse des dépôts regarde, la CGD-ALS peut regarder, les services instructeurs, bien évidemment, l'organisme. Donc tout ça, un certain nombre de personnes considèrent que c'est un peu compliqué. C'est surtout pour moi l'inconvénient de scléroser un peu le parc. Vous avez un logement, il est PLAI, il a été financé PLAI, un niveau de loyer PLAI, ça sera un PLAI toute sa vie. Et ça, on voit bien que c'est un caractère un peu sclérosant parce qu'on peut avoir besoin de changer de politique de loyer à un endroit donné, de lui donner de la souplesse, etc. Et que pour moi, c'est un des défauts de ce qui s'est passé sur ces 20 dernières années. On n'a pas trouvé l'outil qui permet de piloter dans la souplesse les loyers. C'est-à-dire de conserver les équipes d'opération, mais de trouver la souplesse à l'adaptation des loyers. Donc, c'est remis en cause pour ça. Juste savoir, je vois Mathieu Gima hocher la tête à ce que vous dites, parce que c'est à lui que vous vous adressez, n'oubliez pas. Oui. Mathieu Gima, juste ce modèle tel qu'il l'a présenté et qui maintenant est bousculé, vous faites la même analyse, on n'est pas revenu aussi loin. Oui, tout à fait. C'est une analyse que je partage totalement, y compris dans les critiques que vous formulez à ce modèle sur la question de la souplesse des loyers, dont on voit aujourd'hui que c'est vraiment une question qui est essentielle. Donc, non, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Jusque-là, vous suivez son analyse. Donc, il va y avoir des questions pour vous de sa part. Donc, j'ai dit simplicité, l'aspect sclérosant, mais c'est surtout le contexte financier qui amène à ce qu'on le remet un petit peu en cause. Alors, pourquoi ? Parce qu'on a une période où, parallèlement, on a besoin de plus de fonds gratuits, c'est-à-dire de subventions et de fonds propres des organismes. On en a besoin de plus parce qu'on a besoin d'investir pour la réhabilitation et que les coûts de production ont augmenté beaucoup. Donc, dans mon équation de financement, j'ai besoin de plus. Et d'un autre côté, la politique de loyer, elle est contrainte quand même par le revenu de nos locataires, il faut le dire. Nos locataires sont de plus en plus pauvres. Donc, il faut que notre politique de loyer soit la moins forte possible. Donc, vous voyez bien, en toute logique, on a besoin de beaucoup plus de fonds propres. Or, parallèlement, on a moins de fonds propres ou moins de ressources. Parce que l'État diminue, je vais faire vite, l'État diminue ses subventions, parce que l'État a mis en place la RLS qui prend les ressources des organismes. Donc, moins de fonds propres et plus de besoins de fonds propres. Alors, comment on fait ? Il y a 3 solutions. La première, c'est de produire moins. C'est ce que beaucoup d'organismes, malheureusement, ce qui se passe. C'est la partout, variable on peut le redire. La plus rapide, mais c'est catastrophique. Passer de 120 000 logements à 80 000, Un mal européen, je le précise, Laurent Guéquer nous l'avait dit. Et la deuxième manière, c'est de faire un peu autrement et de trouver d'autres ressources. Alors, faire un peu autrement, c'est justement les 3 métiers dont je vous ai parlé, c'est essayer de les couper en morceaux. C'est-à-dire le modèle immobilier construire, posséder, gérer, en fait, dans le milieu immobilier privé, il peut être coupé en morceaux. On peut faire un des 3 métiers, en faire 2 ou en faire 3. Donc, et on va le voir, les outils qui ont été faits s'appuient là-dessus, s'appuient sur le fait de faire du logement social sur moins long terme,
Parce que ce qui coûte cher, effectivement, dans mon équation, moi, c'est de le calculer sur 40 ans. Si je fais du logement social que sur 10 ans, ça me coûte moins cher que sur 40 ans. Donc, les 3 000 chèques poupées et la durée. Et puis ensuite, on le verra, les autres ressources. Alors, Mathieu l'a bien évoqué. La VFA, c'est produire autrement. Voilà, donc il l'a évoqué. L'ULS, c'est bien faire du logement social sur plus court terme. Puis surtout, il y a la variable vente qui change fondamentalement les choses. Les organismes ont toujours vendu. Mais jusqu'à présent, c'était une vente qui venait, je dirais, en aval de la gestion patrimoniale. Je regardais mon patrimoine, je disais, tiens, ça, je peux le vendre, soit parce que j'ai moins de besoins, soit parce qu'il y a une opportunité, etc. Mais ça venait en aval. Maintenant, la réflexion, c'est faire de la vente un outil en amont. C'est-à-dire, au moment où je décide de faire un produit, je prévois tout de suite que je vais vendre. J'anticipe, c'est ça. Hein. Et ça change complètement mon équation, ne serait-ce que parce que j'ai plus 40 ans de loyer. Parce que je vais ne mettre que 15 ou 10. Donc, ça change fondamentalement les choses. Et ça introduit un risque financier supplémentaire. Qu'est-ce qui se passe si je ne peux pas vendre ? Mathieu Gima, sur ce point. Oui, c'est effectivement très, très intéressant, très important, d'autant que la vente, elle se fait principalement, pour le moment en tout cas, à destination des ménages, et que les ménages auxquels on s'adresse pour vendre les logements sociaux, par ailleurs, n'ont pas des ressources qui sont extensibles à l'infini, et surtout dans un contexte où l'accès aux prêts a été rendu plus difficile. Donc on voit bien qu'il y a des incertitudes autour de cet enjeu qui sont très importantes. Ouais, Dominique donc la vente, ouais. c'est un des outils. Et on voit bien donc qu'on se pose l'équation dont je vous parlais d'une manière un petit peu différente. Et c'est la troisième voie dont je parlais, c'est de chercher d'autres ressources. D'autres ressources, ça peut être du capital, ça peut être à travers des titres, etc. C'est-à-dire des apports de ressources complémentaires pour les organismes. Mais là, je vais vraiment insister sur une chose très importante, c'est que quand on regarde dans le secteur privé, le coût du capital est supérieur au coût de l'emprunt. Le coût des titres est supérieur au coût de l'emprunt. C'est la règle fondamentale du marché privé, parce que quand il y a plus de risques, le taux est plus important. Donc le coût de financement de ces outils-là est plus important que le coût de l'emprunt. Donc pour le secteur HLM, on voit que ce qui a été utilisé, c'est ces outils, mais avec des conditions particulières. C'est-à-dire, quand on parle de capital, quand on parle de titres, notamment ce que viennent de faire la Caisse des dépôts et Action Logement, ce sont des titres où le coût est inférieur au coût de l'emprunt. Ça, c'est pas classique. Donc, on voit bien qu'il y a une financiarisation. Et surtout, tout le monde ne peut pas faire la même chose, non ? C'est pas applicable. Mais c'est une financiarisation particulière parce qu'elle se fait à un taux très bas. Et pourquoi ? C'est parce que cette financiarisation vue comme ça, elle se fait, entre guillemets, en famille. La Caisse des dépôts, Action Logement, parce que c'est un rôle financier et en même temps de soutien des politiques publiques. Donc la financiarisation qui a été mise en place concrètement jusqu'à présent pour le logement social, c'est une financiarisation en famille, et encore une fois, à des conditions financières qui ne sont pas des conditions, entre guillemets, économiquement normales. Parce que ça répond à une politique publique où donc des acteurs décident d'y consacrer des fonds. Donc quand on parle de l'action d'acteurs financiers classiques, eux, ils vont exiger des financements, des revenus normaux. Et donc, eux ne vont pas se contenter. Et donc, ça renchérit l'équation économique. Donc, ce ne sont pas les acteurs extérieurs qui peuvent apporter la solution parce qu'ils renchérissent le coût. Donc là, je parle de logement social. Alors, vous allez me dire, c'est ce qui se passe dans le logement intermédiaire. Mais là, le modèle du logement intermédiaire, c'est un peu la même chose, c'est les mêmes ingrédients. Mais je dirais que la question qui se pose là n'est plus, à mon sens, un problème de modèle économique. Il marche, il y a des gens qui vont y trouver la rentabilité, il y a des loyers un peu moins chers, il y a des subventions, tout ça. Mais elle se place dans un autre cadre social et un autre cadre juridique. Vous êtes d'accord, Dominique Orens, avec ce que nous disait Mathieu Gima, qu'au fond, le logement intermédiaire sert un peu d'entrée pour le processus plus complet? À la réserve près, on y va lentement, mais on y va. C'est pas les mêmes conditions financières. Mais donc, il y a une confusion qui est en train de se créer un petit peu entre logement intermédiaire, logement social. On va vers le même processus pour le logement social. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Sous la réserve. Je la résume un peu facilement, pardon. Oui. Mathieu Giban, je vous en prie, dialoguer. C'est pas les mêmes conditions financières. Les acteurs qui accompagnent le logement intermédiaire, ils attendent une rémunération qui est plus importante que la rémunération que reçoit actuellement
actuellement la Caisse des dépôts avec Action Logement sur leurs actions de titres ou de capital. Donc ce ne sont pas les mêmes acteurs. Donc ça veut dire que ce n'est pas les mêmes conditions. Donc ça veut dire que si on fait venir des gens qui ont ces attentes-là, il faut changer les autres ingrédients. Et l'ingrédient qui est changé, c'est le niveau des loyers. Mathieu Gima. Tout à fait. Non, je partage complètement cette analyse. Et d'ailleurs, on voit bien que dans la façon dont l'arrivée potentielle d'investisseurs institutionnels a été pensée dans le secteur intermédiaire à travers le développement neuf, alors que dans le secteur social, elle a plutôt été pensée à travers la récupération de la valeur des logements au moment de leur commercialisation, soit à des ménages, soit à d'autres types de structures. Donc, on voit bien que les biais de potentielle financiarisation n'ont pas été conceptualisés de la même façon pour les raisons que Dominique vient d'évoquer. Donc je pense que le logement intermédiaire, ça pose pas qu'un problème de modèle économique. Il a son sens, et avec des acteurs qui s'y retrouvent. Pour moi, il pose un problème de modèle social. C'est-à-dire, c'est ce qu'a dit Mathieu, à quelle demande on répond? Est-ce que les niveaux de loyer sont adaptés? Et puis aussi, alors là, je sors de mon domaine, un problème peut-être de nature juridique, parce que tout ça, ça se fait hors SIEG, comme a dû vous parler Laurent Guéquer peut-être l'autre jour. C'est-à-dire, il n'y a pas toutes les contraintes sur le logement intermédiaire, et ce n'est pas les mêmes contraintes que celles sur le logement social. Et ça, ça facilite peut-être le logement intermédiaire, mais ça pose peut-être des problèmes, parce qu'il y a quand même de l'injection de l'argent public dans ce logement intermédiaire. Oui. Sur la manière dont peuvent agir ou pas les organismes, sur la pression qui est mise sur les locataires, ce terme de rénoviction, c'est ce que vous avez dit, Mathieu Gima. Comment vous l'avez appelé? Éviction et quel est le terme? Rénovation et éviction. Et voilà, donc rénoviction, je le trouve très, très frappant et je crois que le constat... Qu'en dites-vous, Dominique Orens? On est dans un contexte où, effectivement, les organismes sont pris entre, comme on dit, le marteau et l'enclume. Pour avoir les capacités de financer leurs investissements, ils auraient besoin d'adapter le niveau de leur loyer à la hausse. C'est logique. Il faut rénover, on le leur demande. Et d'un autre côté, la tendance, et ça il faut le répéter sans arrêt, c'est qu'on a une paupérisation des locataires HLM. Ça ne veut pas dire qu'individuellement tous perdent du revenu. Ça veut dire que globalement, le revenu de l'ensemble des locataires HLM diminue. Parce que ceux qui y rentrent sont plus pauvres que ceux qui en sortent. Donc mécaniquement, la masse des revenus des locataires HLM baisse. Donc vous voyez bien que c'est compliqué d'avoir des loyers qui augmentent alors que les revenus des gens qui les supportent baissent. Voilà. Donc il y avait quelque chose qui permettait en partie de compenser ça, c'était l'APL. Mais l'APL, ça coûte cher. On sait ce qu'elle est devenue. Donc on sert ce kiki-là en plus. Voilà. Donc il y a un certain nombre d'équations qui sont difficiles à tenir. Et effectivement, ce qu'on peut dire actuellement, c'est qu'on sent des tentations de dire que la solution passe par les loyers, avec des loyers plus élevés. Personnellement, je pense que ce n'est pas la bonne solution, parce que je pense que la réflexion devrait porter à comment faire des loyers plus bas pour répondre vraiment à l'objectif social. On n'a pas prononcé le mot de classe moyenne, qui est un peu le fil rouge dont vous avez parlé dans votre article, Mathieu Gima. Un peu comme le logement abordable, ça sert aussi... Oui, tout à fait. Il y a un ensemble définir, je voulais l'avoir l'avis de Dominique Orens. Il y a un ensemble de termes effectivement qui sont très mobilisés pour justifier le développement du logement intermédiaire, autour de travailleurs clés, classe moyenne, etc. Mais les études qui ont été menées sur ce sujet, notamment par l'Institut Paris Région, montrent que la clientèle potentielle du logement intermédiaire, elle existe, mais qu'elle est quand même relativement contenue, en fait, quantitativement. Oui, effectivement. Ce qui pose la question du projet de loi actuel. En tout cas, ce que disent beaucoup les acteurs. Pour beaucoup de ce qu'on appelle des travailleurs clés, ils n'ont pas les revenus pour payer du logement intermédiaire. C'est pas le même public. Donc, comment conclure ce débat sur la financiarisation à petits pas du logement social en France? Vous avez entendu toutes ces comparaisons européennes, Dominique Orens. Quelle perspective voyez-vous l'un et l'autre? Allez, on laisse la conclusion à Mathieu Gima, mais j'aimerais bien votre avis, Dominique Orens, parce que vous les avez bien accompagnés toutes ces années. Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant? Écoutez, si vous reprenez l'ensemble des équations que j'ai mises sur la table, la financiarisation pour le logement social, pour le moment, n'est pas une solution. Voilà. Parce que la financiarisation coûte plus cher. Voilà. Donc, si on veut faire plus de financiarisation, ça veut dire faire encore moins de logement social ou des loyers sociaux encore plus élevés.
Voilà. Donc ça ne me paraît pas, moi, répondre à l'objectif du modèle social. Voilà. Donc c'est tout simple. Si on accepte une plus grande financiarisation, ça veut dire qu'on restreint les capacités du secteur. On sort toute une partie de la population. Ça peut être, ensuite, les acteurs politiques, c'est à eux de choisir les orientations. Mais il ne faut pas se leurrer. La financiarisation, ça veut dire moins de logement social. Mathieu Gimard. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient d'amener Dominique. Et d'ailleurs, l'un des risques d'une plus grande financiarisation en France, c'est vraiment une forme de séparation en fait, du secteur social entre un secteur qui serait résidualisé, aidé par les finances publiques et qui serait destiné aux plus pauvres, aux plus démunis. Et puis, effectivement, un secteur financiarisé potentiellement, dans lequel les loyers seraient beaucoup plus chers et qui, du coup, serait plutôt destiné à des classes moyennes, avec la perte de quelque chose qui est très précieux dans le modèle français de logement social, qui était des dynamiques de péréquation entre les différents types de ménages qui étaient logés par les organismes HLM et la capacité d'essayer du moins d'organiser la mixité sociale. Là, dans un modèle qui serait comme ça, qui serait coupé en deux, on perdrait ces deux éléments qui me semblent importants pour l'avenir. On sent des mises en garde dans vos propos, à tous les deux, pour le moins. Pour le moins. Oui. Que dire d'autre ? Eh bien, on vous remercie, Dominique Horace, d'être venu avec une analyse plus économique, effectivement. Et on remercie beaucoup Mathieu Gimard, notre invité aujourd'hui, sur cet article. Je renvoie, je pense qu'on en aura largement les liens sur notre site que vous avez fait avec deux collègues. Vous nous redites leur nom, oui, Ludovic Albert. Avec Ludovic Albert et Antoine Guironnet, que je remercie beaucoup. Et Antoine Guironnet, voilà, travail de chercheur très, très complet. Encore merci à tous les deux. Merci et bonsoir à tous. Et rendez-vous à un prochain Parole Libre.